6 centres de santé. Quand vous vous rappelez qu'on n'a pas construit depuis autant d'années. Donc, là, les centres de santé vont faire quoi? Vont rapprocher la population des soins de santé. Et quand vous imaginez que nos mamans parfois font des kilomètres pour aller accoucher, l'OMS dit qu'on ne doit pas dépasser 5 km entre l'accès aux soins, aux premiers soins et l'endroit où on vit. Mais nous, parfois, on fait des centaines, parfois même des centaines de kilomètres. Donc ça montre bien que au niveau local, le président a ramené l'effort pour que les soins de santé soient de qualité. Donc, vous voyez bien qu'au niveau immatériel, au niveau matériel, le président a planté le décor et a réalisé. Ce ne sont pas des choses qui vont venir, ce sont des choses qui sont là, que nous sommes en train d'inaugurer. Maintenant, je vous ai dit que le président de la République a fait des choses aussi stratégiques. Alors, quand je parle des choses stratégiques, je prends d'abord la couverture santé universelle. C'est quoi la couverture santé universelle? C'est permettre que tout le monde accède aux soins de santé de qualité sans se ruiner. Bien sûr, on ne fait pas tout d'un coup, et surtout que tout ce que je dis là, c'est en 2 ans et demi. Eh bien, nous avons lancé ce programme-là qui, aujourd'hui, est un programme pour lequel même des médias internationaux commencent à se demander comment est-ce possible. Le premier paquet, vous le connaissez, c'est la gratuité des accouchements. C'est le premier paquet que je suis allé lancer hier, avant-hier plutôt, au Sud Kivu, et que nous avons déjà commencé ici, après le lancement que le président a fait le 5 septembre. Ce paquet est tellement stratégique que nos bébés et nos mamans qui mourraient plus que dans le reste de l'Afrique, dans le reste du monde, donc par conséquent, eh bien aujourd'hui, les 2 barrières fondamentales, c'est-à-dire la barrière financière et la barrière de la qualité de soins, sont en train d'être changées. J'ai présenté au Conseil des ministres il y a 10 jours le premier bilan du premier mois. Plus de 8000 mamans qui ont accouché complètement gratuitement. Je suis parti à l'hôpital de Kitambo voir les mamans qui ont été césarisées. Et les mamans vous disent, si ce programme n'existait pas, j'allais payer entre 600 ou 800 $. En d'autres termes, le président a donné à cette famille-là l'équivalent de 600 ou 800 $ par le système qui a été mis en place. Ça, c'est une avancée stratégique parce que tout simplement, nous modifions les impacts globaux de la santé. Le premier impact, c'est lui qui est de l'espérance de vie, qui est aujourd'hui la plus faible d'Afrique. Nous avons, la RDC est à 3 ans de moins que la moyenne africaine. Eh bien, l'approche stratégique que nous avons permet de modifier cet impact. Nous modifions l'impact de l'accès aux soins. L'accès aux soins, c'est du développement. Le ministre Mouya vous disait que quand on met $1 en santé, on produit 17 $ en économie. Effectivement, parce que dès lors que quelqu'un tombe malade, lui-même cesse d'être productif. Mais pire que ça, il consomme les ressources. Et donc, mettre de l'argent en santé, ce n'est pas une perte, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Ça permet que l'individu reste productif et ça permet que l'individu ne consomme pas les ressources qui sont maigres. Alors, cette approche de couverture santé universelle est saluée par tous les pays, est saluée par les grandes organisations. Et aujourd'hui, vous avez vu que la Banque mondiale a dit « je vous accompagne ». Mais je peux vous dire que tous les grands partenaires disent « nous allons accompagner ». Nous allons accompagner parce que nous allons modifier fondamentalement les différents indicateurs de la santé. Nous allons, dans le cadre de la gratuité des accouchements, très bientôt lancer aussi des dépistages d'un certain nombre de maladies, notamment le cancer du col. Et ça, c'est un problème qui adresse, quand on parle de maman, d'aider dans le genre, mais le genre pour nous, c'est les mamans. Le genre pour nous, c'est l'enfant discriminé à l'école. Le genre pour nous, c'est ça. Et donc, si on s'occupe de la maman, dans la gratuité de l'accouchement, si on s'occupe de la maman, dans le dépistage du cancer du col, là, on aura fait quelque chose pour nos mamans.
Ah non, allez-y. Donc, voilà ce que le président change au niveau stratégique. Mais je vous ai dit que au-delà de la stratégie, il y a maintenant le devenir, la perspective. Pourquoi est-ce que la perspective est très importante? Parce qu'on doit montrer aux Congolais où on veut aller. Alors le président a dit, nous avons des indicateurs de santé qui sont faibles. Nous avons une espérance de vie qui est faible. Alors, dans notre nouveau plan national de développement sanitaire, voici ce que le président va faire. Le président veut que, dans les 10 années qui viennent, le travail qui sera fait permette que les Congolais vivent 20 ans plus longtemps. Donc, gagner 20 ans en 10 ans de travail. En mettant aujourd'hui les bases, les fondamentaux, qui font que, demain, nous allons gagner chaque fois en espérance de vie. Alors, souvent les gens se disent, mais oui, mais est-ce que vous dites là, est-ce que c'est réaliste? Je vous dis que le Malawi l'a fait. Il faut nous expliquer, gagner 20 ans de vie en 10 ans de travail. En 10 ans de travail. Le Malawi l'a fait. Le Malawi avait 42 ans d'espérance de vie. Aujourd'hui, le Malawi est à 60 ans, un peu plus, d'espérance de vie. En 20 ans, enfin, ils ont augmenté leur espérance de vie de 20 ans. Et c'est ça que nous allons faire ici. C'est ça que nous allons faire ici avec les fondamentaux de la couverture santé universelle, de la protection financière, de l'amélioration de la qualité, de l'amélioration de la formation de nos prestataires de soins, de l'amélioration des soins de santé primaire, c'est-à-dire du fait que le plus proche possible de nos patients, de notre population, on puisse surveiller la santé, on puisse détecter rapidement les épidémies, on puisse les stopper avant qu'elles ne viennent nous envahir de manière impressionnante. Mais aussi en améliorant les ressources qui sont mises en santé, les ressources financières. Pour les ressources financières, je rappelle quand même que pour la gratuité des accouchements, et c'est la première fois qu'un pays africain le fait, le président de la République a mis 42 millions de dollars pour nos mamans à Kinshasa accès aux soins de santé. Je rappelle que c'est la première fois qu'un pays africain met autant d'argent dans un projet de santé. Et donc, voilà l'introduction que je peux faire pour la couverture santé universelle et pour les choses que le président a faites ensemble. Écoutez, docteur, merci beaucoup pour toutes ces explications que vous venez de nous donner, toute cette présentation des actions que le président de la République a entreprises dans le secteur de la santé. Évidemment, on ne peut pas être exhaustif parce qu'il y en a beaucoup qui a été fait à travers le territoire de la République démocratique du Congo, mais au moins on peut comprendre que les fondamentaux sont en place, comme nous aimons le dire. La fondation a été placée pour nous assurer que les Congolais en 10 ans gagneront 20 ans d'expérience de vie. On va commencer cette série de questions avec Madame Bienvenue Babois, qui sera suivie de Madame Gino Rey. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais parler de la Covid. Vous l'avez évoqué, le cas de la Covid. Vous avez annoncé que le gouvernement a été proactif en donnant le produit chez la task force. La task force a été proactive en donnant le produit nécessaire pour ceux qui ont eu le Covid. Mais ma question, c'est plutôt une inquiétude pour ces prestataires qui ont été au front dès le début de la Covid. Ils ont sauvé des vies, mais aujourd'hui, ils réclament leur prime. Ils sont nuit et jour, soit au ministère des Finances, soit à l'INRB ou à l'IGF. Aucune solution. Alors la question... Avez-vous remarqué qu'ils ne sont jamais au ministère de la Santé? Ils n'ont pas été au ministère de la Santé? Non, puisqu'ils savent que vous êtes là. Alors la question est de savoir, est-ce que ces prestataires peuvent espérer un jour avoir leur prime, puisqu'ils ont travaillé? Merci beaucoup pour la question, et c'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale, et je vais le dire pourquoi. Parce qu'il y a eu d'abord cette notion qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a circulé dans Covid. Et ce n'est pas faux nécessairement. Cependant, je vous ai dit qu'une des premières choses que nous avons constatées comme dégâts dans notre pays, c'est la déstructuration du système. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait avec les moyens qu'il veut. Et on s'est retrouvé effectivement avec plusieurs endroits où l'engagement budgétaire, l'engagement financier était fait. Et malheureusement, à cause de cela, tous les prestataires de soins ne se sont pas retrouvés dans un alignement. C'est pour cela d'ailleurs qu'une des choses que nous faisons maintenant, c'est de dire on intègre nos ressources. Il ne faut pas que, je vous ai donné l'exemple Ebola, 1,2 milliard dépensés.
1,2 milliard. Mais sur place, on ne voit rien. C'est exactement la même chose. Maintenant, ce que le président a demandé, c'est qu'on reprenne tout ce qui doit être... En fait, quand vous regardez que le président a aligné 9600 médecins, c'est parce qu'il veut que tout le monde, tout travail soit rémunéré. Maintenant, moi, ça fait 7 mois que je suis au ministère. Avant, j'étais conseiller spécial. Et donc, là, maintenant, moi, je reprends tous les dossiers pour dire pourquoi ces gens ne sont pas payés. Où est l'argent? Et quand bien même cet argent n'est pas là, comment est-ce qu'on les paye? Parce qu'il faut les payer. Et c'est ça ma réponse. Oui, il faut les payer. Voilà, Madame Rehima, et puis ce sera Madame Fallon. Je fais ça. Merci beaucoup. Bonjour, leurs excellences. La question au ministre de la Santé, quelle est la politique du gouvernement en matière de financement des hôpitaux publics? Parce que dans une émission diffusée sur Top Congo FM, dans Top Santé, certains hôpitaux sont en train de déplorer le manque de subsides pour le fonctionnement des différents services en fait, dans les hôpitaux publics. Et puis la construction des hôpitaux, oui, c'est une bonne chose, nous saluons, mais qu'en est-il de la qualité de soins? De la qualité des soins, surtout concernant certaines maladies que nous considérons graves comme le cancer, des maladies qui nécessitent une prise en charge costaud. Et qu'en est-il de cette qualité-là de soins que vous comptez assurer à la population? Et puis une autre question, les handicaps est considéré par... Commandé par Abuja, nous avions une gestion des hôpitaux très calamiteuse et surtout nous n'avions quasiment pas d'investissement en santé. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je vous ai parlé de Bambaye, moi je vous ai parlé de Sendoué, de la Mouya et de tous ces hôpitaux qu'on peut dire, des laboratoires. Une des choses qu'on fait maintenant, c'est qu'on investit en santé. J'ai dit la dernière fois que j'étais ici que nous avons de quoi équiper plus de 2000 maternités. Et donc ça veut dire que quand vous allez investir en santé, eh bien, vous allez maintenant avoir plus de résultats financiers de la part, au niveau de l'hôpital. Donc vous allez augmenter. Je ne peux pas vous répondre facilement en vous disant on va donner l'argent aux hôpitaux. Je vous montre comment est-ce qu'un hôpital est géré. Par les ressources propres générées par notre gestion et par l'appui budgétaire du gouvernement. Et c'est ce que le président fait parce qu'on a augmenté le budget de l'État. Mais on a fait mieux encore. On diminue la charge sur la famille. La gratuité de la maternité, c'est quoi? C'est diminuer la charge sur la famille. Je vous ai dit, une maman qui payait $600 pour la césarienne et qu'aujourd'hui elle ne paye rien, ça veut dire que cet argent sert à aller dans autre chose, notamment dans le développement et dans des dépenses utiles à la famille. Et donc, ces différents mécanismes-là permettent que les hôpitaux soient bien gérés. Maintenant, on peut construire les hôpitaux, mais quelle est la qualité? La qualité de soins, c'est quasiment 4 choses. Première chose, que ces hôpitaux existent. Parce que s'ils n'existent pas, il n'y a même pas de qualité. Deuxième chose, que ces hôpitaux soient bien équipés pour faire le diagnostic. Parce que quand vous allez chez le médecin, le plus important, c'est qu'on sache de quoi vous souffrez. Mais si on n'a pas de laboratoire, on n'a pas de diagnostic. Si on n'a pas de radiographie, on n'a pas de diagnostic. Troisième chose, la qualité, c'est les ressources humaines. Comment sont les prestataires de soins? Par exemple, pour la gratuité de la maternité, et aujourd'hui je venais de faire une réunion pour présenter ça à l'IGF, je venais de présenter ça, nous avons prévu tout un budget pour la formation. Vous devez améliorer la qualité de l'offre. Si un médecin ne sait pas remarquer une hémorragie interne, la maman va mourir. Si une infirmière ne peut pas comprendre que la fréquence cardiaque monte, c'est que la maman souffre, la maman va mourir. Donc la qualité de la ressource humaine est très importante. Et donc, mettre l'accent sur la formation, eh bien, ça c'est très important. Et quatrième élément de la qualité de soins, c'est le médicament. Parce qu'au bout du compte, on vous donne un médicament. Si ce médicament est de mauvaise qualité, mais malheureusement, tout ce qu'on a fait en amont ne sert à rien. C'est pour ça que, vous savez par exemple que, je vous ai dit que dans notre pays, on a détruit les décès. On a détruit l'achat groupé des médicaments que l'on faisait. On est sûr de la qualité des médicaments et on les distribue. Le président a demandé qu'on remette
le système d'achat de médicaments pour que l'offre qu'on donne finalement, l'existence des hôpitaux, les équipements, les ressources humaines et les médicaments soient de qualité. Donc on travaille sur la qualité, on ne peut pas juste construire et ne pas tenir compte des gens qui vont travailler. L'handicap. L'handicap, ça c'est un vrai souci. L'handicap physique surtout, c'est un vrai souci. Le ministre Mouyaya vous a parlé de la poliomyélite au départ. La poliomyélite, c'est Buka, la maladie qui donne l'infirmité. Eh bien, quand nous nous battons pour que la vaccination soit faite, pour qu'on évite ça, on lutte en amont contre l'handicap. Mais maintenant, moi j'étais très content de discuter avec notre ministre chargé des personnes vivant avec handicap, qui nous dit qu'il faut qu'on organise nos hôpitaux, toutes nos structures de soins, avec les systèmes qui permettent aux handicapés d'accéder. Parce qu'on oublie souvent qu'on n'a pas tous les mêmes capacités devant un problème. Et donc, nous sommes en train de tenir compte de cela pour que les handicapés puissent accéder au système de santé. Mais pour ceux des handicapés qui sont indigents, parce que pas tous indigents, pour ceux des handicapés qui sont indigents, l'assurance maladie qu'on a prévue dans la Convention santé universelle catégorise les gens. Il y a l'assurance contributive où chacun contribue un tout petit peu, mais pour les gens qui ne peuvent rien contribuer, eh ben, c'est la subvention. Eh ben, pour les personnes qui ont besoin de la subvention, eh ben, l'assurance dans le volet subvention prend en charge. Donc, tenir compte des handicapés, c'est tenir compte en amont pour qu'on n'en ait pas beaucoup, tout ce qu'on peut faire pour éviter, on évite. Tenir compte en aval pour les handicapés qui sont déjà arrivés, c'est-à-dire organiser notre système de choses que les handicapés accèdent et protéger ceux qui ne peuvent malheureusement pas se protéger tout seul. Je crois qu'à ce sujet, nous aurons un briefing avec la ministre déléguée où on parlera notamment de la loi qui est passée récemment à l'Assemblée nationale qui consacre une série de stratégies qui nous permettront ou qui permettent d'assurer une bonne prise en charge de personnes vivant avec handicap. Je rappelle que nous tous, nous courons les risques de le devenir et donc il y a une préoccupation. Et c'est une question qui est particulièrement suivie par le président de la République. Ça peut vous paraître banal les détails, mais toutes les infrastructures, par exemple, qui ont été construites dans le cadre des Jeux de la francophonie, dans le cadre de 145 territoires, tiennent compte de personnes vivant avec handicap. On va prendre la question rapidement de Madame Fala Nourou et puis nous prendrons des questions en série pour libérer l'antenne de la télévision nationale. Allez-y, Madame, s'il vous plaît. Merci, Excellence, pour la parole. J'ai des questions au ministre de la Santé. Monsieur le ministre de la Santé, lors de votre dernier passage ici au briefing, vous aviez dit que le ministre, le chef de l'État, vous a instruit de mettre en place une agence d'achat et de distribution de médicaments. Nous voulons savoir où en êtes-vous avec cette mise en place. Deuxième question. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens exige assez qu'un pharmacien puisse chapeauter cette agence. Que dites-vous par rapport à ça? Je viens de vous répondre, madame, sur la deuxième question. C'est pas parce qu'on est médecin qu'on sait gérer. C'est pas parce qu'on est pharmacien qu'on sait gérer. Là, on ne parle pas du médicament, on parle de la gestion. C'est très important que les gens ne fassent pas d'amalgame. Mais docteur, ne faites pas croire que les médecins, en guillemets, excusez-moi, ne peuvent pas gérer. Ils peuvent. Je dis c'est pas parce que je suis médecin que je sais. Forcément gérer. Ok. Il y a deux niveaux au niveau de la pharmacie. Il y a le niveau technique, c'est-à-dire le médicament. Quelle est sa qualité? Comment est-ce qu'il est composé? Comment est-ce qu'il est fabriqué? Comment est-ce qu'il est conservé? Comment est-ce qu'il est distribué? Ça, c'est la qualité du pharmacien. Et un médicament ne peut pas être délivré à quelqu'un sans qu'un pharmacien donne son avis. Ça, c'est le niveau technique du pharmacien. Mais maman, quand on gère un dépôt, quand on gère un circuit, quelle est la qualité de pharmacien dont on a besoin? On n'a pas besoin de pharmacien. On a besoin que dans la conception, il y ait des pharmaciens pour dire techniquement, ça ne peut pas se faire. Comme quand on fait autre chose, on a besoin d'un ingénieur pour dire, si vous voulez faire un pont, voici. Mais la gestion, ce n'est pas de l'apanage de X ou Y, c'est l'apanage des gens qui savent gérer, qui ont des compétences de gestion. Donc, je ne dis pas qu'il faut exiger. D'abord, chaque fois que le président nomme, c'est le président qui nomme. Moi, je ne veux pas dire au président, nommer absolument. Ben non. Ce qu'il faut, c'est que ça soit bien organisé, techniquement et structurellement. Et on n'a pas besoin nécessairement
d'une telle catégorie de personnes. Je vais vous donner un exemple précis. Aujourd'hui, comme nous parlons, en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, c'est un ingénieur. Aujourd'hui, vous pouvez vérifier. Et c'est l'un des meilleurs ministres qui a même été remercié par le président en public. C'est un ingénieur. Imaginez si on avait dit, ministère de la Santé, il faut seulement un médecin. Donc Patrick Mouillé a pu devenir ministre de la Santé. Absolument. Absolument. Donc il faut qu'on sorte de cette ambiguïté où ces gens qui se battent pour leur classe en disant c'est nous les médecins, c'est nous les pharmaciens, c'est nous les ingénieurs, c'est nous les... Non. Il faut comprendre de quoi on parle. Techniquement, oui, parce que l'expertise d'un pharmacien, je ne l'ai pas. Mais la gestion d'un établissement public, ce n'est pas une expertise technique de la pharmacie. Maintenant, par rapport au service national d'achat de médicaments, le président a instruit, et c'est le Premier ministre qui doit prendre le décret, et je pense que le décret est déjà sur le dossier du bureau du Premier ministre, parce que le Premier ministre doit signer le décret. C'est une urgence, comme je l'avais dit, parce que, et je l'ai dit au départ, parce que nous devons acheter de manière groupée les médicaments, comme ça nous pouvons les tracer dès le départ, d'ailleurs on paiera moins cher, et nous pouvons les distribuer en étant sûrs que notre population accède à des médicaments de qualité. C'est vraiment, mais ça, je peux vous garantir que c'est une instruction qui a été donnée, le décret sur la table du Premier ministre, le Premier ministre l'a signé. Voilà, on va prendre les séries de questions de Benoît Niemba et Jordan Mayenikini, et puis on reviendra avec Oscar Mbal et Eric Izami. Et on va terminer par Patrice Breton. Excellence, 3 petites questions rapidement. Le ministre de la Santé, je reviens sur la gratuité de la maternité et les fonds alloués pour ces gratuités et à combien et pendant quelle période. Mais aussi, est-ce que l'IGF... Il avait répondu au dernier briefing, je pense que c'est 200 millions de dollars prévus dans le budget. Pendant une quelle période un budget toujours annuel. Hein. Oui. Est-ce que l'IGF est intégré dans la gestion de ces budgets? Parce que vous ne suivez pas beaucoup, parce que je viens de vous dire là, que je viens de finir avec l'IGF la réunion aujourd'hui, avant de venir ici. C'est pour ça même que je suis un peu en retard. C'est parce que j'étais avec l'IGF. L'IGF est intégré pour répondre à cette question. Excellent, c'est une question d'actualité. Allez-y, s'il vous plaît. Il y a une bombe qui est tombée aujourd'hui dans l'après-midi dans un camp roumain, un camp d'instruction roumain. Et selon des sources, cette attaque est attribuée en M23. Est-ce qu'on peut avoir une réaction du M23, du Rwanda, c'est évident. Et d'après mes informations, c'est pas tombé aujourd'hui, c'est peut-être la vidéo qui a été diffusée aujourd'hui. Et je pense que la batterie je ne suis pas spécialiste en matière, mais je crois que c'était de 120 mm qui sont tombés là-bas. Et toute l'artillerie rwandaise qui avait attaqué ces camps d'entraînement a été détruite. Dernière question, Excellence. Avant hier, je crois, vous avez assisté à une cérémonie sur les journalistes assassinés et d'autres qui sont en prison. Je vous informe qu'il y a un de nos confrères, Charlie, qui a rejoint Bouzakir en prison, ça fait 3 jours, je crois, 3 jours. Une question de savoir, on s'approche de période électorale, comment vous voyez... Il faut éviter de faire l'amalgame, parce que le cas du caméraman m'a été posé. Il a été arrêté dans une foule parce qu'il y avait une manifestation, je pense, du côté des Lizipa. J'ai demandé à mon cabinet de suivre le dossier, j'ai contacté ma collègue de la justice pour savoir si elle était au courant, elle est à Dakar. Donc il ne faut pas aller dans des conclusions hâtives si c'était dans un mouvement de masse. Il ne faut pas considérer qu'il y avait une volonté délibérée d'aller vers lui. Hier, évidemment, j'ai assisté à cette journée parce que nous-mêmes, nous avons été meurtris de voir que des journalistes ont été assassinés. Aujourd'hui, je veux venir sur la question parce que je sais qu'il y avait la publication du rapport de journalistes en danger aujourd'hui. Il faut faire attention. Lorsque vous regardez la plupart des cas de journalistes qui ont été assassinés ou touchés, la plupart c'est dans l'Est, sous la présidence du président de la République lui-même, les états généraux de la communication et des médias. Je dois rappeler que le président de la République a toujours assisté à toutes les journées nationales de célébration de la liberté de la presse. Et qu'en aucun cas dans l'histoire de ce pays, on a eu un président de la République qui était aussi disponible pour les médias. Et donc moi je veux bien qu'on justifie c'est pourquoi on existe, mais ce sera encore plus complet de relever par exemple les avancées qui sont contenues dans la loi. Nous tous nous rêvions des dépénalisations, mais on va dépénaliser. Pour quels médias? Où il faut reconnaître, j'avais des réunions d'ailleurs avec l'équipe RSF qui était ici, où j'aide lui-même, c'est qu'il y a des journalistes partisans qui ne cachent pas. Et donc ici il faut regarder la question dans la globalité. Il y a évidemment
la responsabilité du gouvernement en termes de sécurité au plan général. Il y a des questions de professionnalisation des médias et des journalistes eux-mêmes de par leur attitude. Mais ensuite, il y a les questions de comment nous travaillons avec les ONG. C'est que nous, on observe, et ça aurait été plus correct pour GED de les mentionner, que nous avons fait, comme il avait fait d'ailleurs à la dernière intervention de la journée de la presse, que nous avons fait un bond de 23 ou 24 places dans les classements de Reporters sans frontières. Il y a des cas d'Estanie que nous suivons, mais c'est la justice